Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour les internes de psychiatrie de première année et consacrée aujourd'hui à l'épidémiologie des conduites suicidaires dans le monde et en France. Je n'ai aucun lien d'intérêt à ce jour pouvant influencer mon propos durant cet enseignement. Vous voyez représentée ici la carte mondiale des taux de prévalence standardisés de suicide en 2019. Cette carte est fournie par l'OMS qui a fait un énorme effort de mesure des prévalences de toute une série de pathologies et conditions médicales, incluant le suicide et aussi d'ailleurs les maladies mentales. La première chose qui saute aux yeux, c'est qu'il n'y a pas de pays où il n'y a pas de suicide. Le suicide est une condition universelle que l'on retrouve donc partout dans le monde, mais à des niveaux variés. Comme vous le voyez, les taux de prévalence varient de manière assez importante d'un pays à l'autre. Alors comme on l'a déjà dit dans le cours dédié aux idées reçues, vous voyez que le suicide n'est pas une pathologie uniquement des pays riches. Euh, Beaucoup de pays à revenus faibles ont un taux important de suicide. On en trouve par exemple euh, en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud. Alors l'OMS estime qu'il y a actuellement autour de 700 000 suicides par an dans le monde. C'est un chiffre qui est en diminution. C'est une bonne nouvelle. Donc quand on regarde par pays, on voit que de nombreux pays ont un taux de suicide qui diminue. Alors, pas tous, mais une grande majorité. Et les trois quarts de ces suicides ont lieu dans des pays à revenus faibles ou moyens, ce qui inclut dans cette définition l'Inde et la Chine, qui sont des pays évidemment très très peuplés. Alors, il est important de ne pas comparer directement les prévalences entre des pays très très différents parce que la manière de mesurer la mortalité et les causes de mortalité surtout est très variable. Les définitions sont très très variables d'un pays à l'autre. Et au-delà des définitions qui peuvent varier, eh bien, vous avez un système de collecte de cette information, de la mortalité et des causes de mortalité qui varient énormément d'un pays à l'autre. Donc dans les pays riches, en général, ce système est d'assez de bonne qualité, sans être jamais parfait. Donc il y a de nombreux cas de suicides qui ne sont pas comptés comme des suicides, par exemple. Et puis il y a beaucoup de pays où cette mesure est très très imparfaite et donc l'OMS fait une estimation assez grossière. Vous voyez ici représentée la distribution du nombre absolu de suicides en France selon l'âge et le sexe. Alors c'est une représentation de 2017. Alors pourquoi 2017 alors qu'on est en 2022? Eh bien tout simplement parce que les chiffres disponibles des causes de mortalité ont un retard de 4 à 5 ans actuellement en France. C'est un retard important qui s'explique, mais qui à mon avis n'est pas justifié dans la mesure où des pays voisins comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni ont des informations sur les cas de suicide, sur la prévalence de suicide dans l'année qui suit. Le Japon, par exemple, a des chiffres tous les mois grâce à une collaboration avec la police. Donc on estime en 2017 donc, qu'il y a eu 8214 suicides, 8214 suicides. Si vous rajoutez une sous-estimation de 10% environ, on tourne autour de 9000 suicides euh, par an. Euh, ce nombre de suicides est plus important chez les hommes que chez les femmes. Hein. Donc c'est à peu près 6000 hommes pour 2000 femmes en France, soit 3 hommes pour une femme. Cette surreprésentation des hommes dans le suicide est là aussi très largement universelle. Alors à quelques exceptions près où les taux de suicide peuvent être à peu près équivalents entre les hommes et les femmes, par exemple dans certaines régions d'Inde ou de Chine, mais en général, les hommes se suicident beaucoup plus que les femmes. Alors dans un rapport de 1 pour 2 à 1 pour 5 selon les pays. Donc en France, c'est une femme pour 3 hommes. Alors vous voyez que la distribution du nombre absolu nous montre que le plus grand nombre de suicides a lieu parmi la population adulte d'âge moyen, disons en gros 35 à 65 ans.
voire 75 ans. Et cela à la fois chez les hommes et chez les femmes. Donc le suicide est très très rare chez les enfants, ça arrive, mais c'est un nombre très très faible de cas, commence à diminuer, à augmenter à partir de l'adolescence. Et puis le nombre est encore très très faible chez les sujets très très âgés. Donc en nombre absolu, ce sont les adultes d'âge moyen qui se suicident le plus. Alors cette fois-ci, vous avez représenté ici la distribution des taux standardisés de suicide en France par sexe et tranche d'âge. Donc le taux moyen en 2017 est de 12,7 pour 100 000 habitants. Donc, vous voyez, une petite ville moyenne française de 100 000 habitants, il y aurait à peu près 12 à 13 suicides par an. Alors ce taux, il est bien plus important chez les hommes, de l'ordre de 20,8, et bien plus faible chez les femmes, de l'ordre de 5,7. Alors si vous regardez la distribution de ces taux, ça saute aux yeux, vous voyez que le taux s'envole chez les hommes à partir de 75 ans. On ne retrouve pas cette augmentation très très importante chez les femmes. Et donc on atteint, vous voyez, chez les plus de 85 ans, des taux qui sont entre 80 et 100 pour 100 000, donc 10 fois plus que le taux moyen global. Enfin, vous voyez cette fois-ci la distribution par sexe et par tranche d'âge en France, mais cette fois-ci du pourcentage des décès par suicide parmi la mortalité totale. Et on voit cette fois-ci que ce sont les jeunes, donc les adolescents et les adultes jeunes, pour lesquels le suicide représente la plus grande part de leur mortalité. Donc le suicide, ça représente environ 1,5% des causes de mortalité en France, globalement, mais vous voyez que c'est plus de 10%, voire 20% chez les hommes de 25 à 34 ans. Donc ça a été longtemps la deuxième cause de mortalité derrière les accidents de la route. Et en gros, c'est maintenant entre la deuxième et la quatrième cause de mortalité chez les adolescents et adultes jeunes dans le monde. Donc vous avez vu, il y a 3 graphiques différents. Hein. Souvent, on est un petit peu perdu à savoir si le suicide est plus fréquent chez les jeunes, chez les personnes âgées, chez les adultes d'âge moyen, on ne sait pas trop. Ben, ça dépend de ce qu'on mesure. Si on mesure le nombre absolu, ce sont les adultes d'âge moyen. Si on mesure en taux, ce sont les hommes âgés. Et si on mesure en proportion de mortalité totale, ce sont les adolescents et les jeunes adultes. Le taux de suicide en France diminue depuis une quarantaine d'années. En gros, depuis le début des années 90. Ceci est vrai du taux global, mais on retrouve cette même baisse tant chez les hommes que chez les femmes. C'est une très bonne nouvelle, et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans de nombreux pays dans le monde, comme on l'a dit plus tôt, et dans de nombreux pays voisins européens. Alors, il faut être vigilant parce que rien n'est définitif, donc on peut évidemment se réjouir de cette baisse, mais il faut être vigilant. On a un exemple marquant qui est que depuis une dizaine d'années, le taux de suicide est remonté aux États-Unis. Alors, euh, comment expliquer cette baisse récente? Eh bien, c'est assez compliqué et donc on est plutôt sur des hypothèses. La première hypothèse, c'est qu'à partir des années 90, ont été mis à disposition de la communauté médicale des antidépresseurs, les ISRS, qui étaient d'usage beaucoup plus simple que les précédents antidépresseurs. Et ce sont surtout les médecins généralistes qui prescrivent ces traitements. Et donc il est possible que beaucoup de gens qui souffraient de dépression ont pu être soignés alors qu'ils n'étaient pas soignés correctement précédemment. Donc on voit très très clairement sur d'autres courbes cette augmentation des prescriptions des ISRS qui va dans le sens exactement opposé de la baisse du suicide. Une deuxième hypothèse, c'est qu'il y a eu peut-être un accès aux soins en santé mentale qui a été meilleur
en raison notamment du fait que plus de psychiatres ont été formés dans les années 70 et donc ont commencé à exercer dans les années 80 ou 90. Donc un accès peut-être aux soins en santé mentale meilleur. Troisième hypothèse, un changement de regard sur la maladie mentale. Peut-être à partir des années 90, plus de gens ont commencé à parler de maladie mentale, alors essentiellement de dépression, et ont consulté, ce qui a pu éventuellement influer sur le taux de suicide. Nous reverrons cela plus tard, mais le traitement efficace de la maladie mentale a un effet très positif sur le suicide. Le suicide aussi a commencé à être considéré à partir des années 90 par les pouvoirs publics comme un problème de santé publique qui devait être pris en charge. Alors, il a fallu attendre de nombreuses années, on verra ça dans un autre cours, pour qu'une vraie stratégie nationale de prévention du suicide soit enfin mise en place, mais en tout cas, le suicide a été identifié dans les rapports, etc., comme un problème de santé publique qui doit être mesuré et considéré. Il y a peut-être une cinquième hypothèse que je ferai, qui est celle de la baisse de la pauvreté dans les années 70-80. C'est-à-dire qu'on voit que la courbe de la très grande pauvreté a baissé à partir des années 70-80, même si ensuite elle est devenue un peu plus stable. Mais cela a peut-être contribué à réduire une partie, euh, à réduire un certain nombre de cas de suicide, à empêcher un certain nombre de cas de suicide, et donc expliquer en partie cette baisse des cas de suicide. Alors là, vous voyez l'évolution assez récente depuis les années 80. Si on regardait une courbe plus large, eh bien, il y a eu dans l'histoire de nombreuses fluctuations des taux de suicide, même si pendant longtemps ça a été très très mal mesuré. On a des bons chiffres depuis le 19e siècle, disons, et on constate que les chiffres de suicide évoluent en fonction aussi des conditions historiques. Par exemple, il y a des baisses très très importantes au moment des guerres, on le voit très très bien pour les deux guerres mondiales, et une augmentation lors des grandes crises économiques, que ce soit dans les années 1930 ou dans les années 70. On voit aussi qu'il y a des facteurs qui influencent fortement ces taux de suicide. Par exemple, en Russie, dans les années 90, l'augmentation des cas de suicide est très largement liée à l'augmentation de l'alcoolisme, euh, qui lui-même a été associé à une dérégulation du système de vente des alcools post-URSS. Et puis en Scandinavie et en Finlande, il y a eu des baisses très très importantes des taux de suicide euh, qui sont très probablement attribuables au programme de prévention et de repérage et de traitement de la dépression qui ont été mis en place euh, dans ces pays. Alors, il est intéressant de noter que partout dans le monde, en fait, le suicide tente à suivre un certain nombre de rythmes, donc de fluctuations temporelles, que ce soit au cours de l'année et même au cours d'une semaine et même d'une journée. Donc je vous présente ici une revue de la littérature qui est publiée en 2018, qui a porté sur 45 études de 26 pays différents. Et donc le premier résultat bien connu, c'est qu'il y a une augmentation des cas de suicide au printemps et au début de l'été, ce qui n'est pas forcément intuitif. Un deuxième résultat, c'est qu'il y a plutôt une augmentation des cas de suicide en début de semaine, vers le lundi. Et puis au cours de la journée, bien, c'est plutôt le petit matin qu'ont lieu un peu plus de suicides, évidemment, il peut y en avoir toute la journée, mais c'est un peu plus le matin. Alors, il y a à la fois des facteurs biologiques et sociaux qui sont mis en avant. Par exemple, le rôle de l'ensoleillement, l'augmentation de l'ensoleillement, qu'on constate évidemment au printemps et au début de l'été, semble être un facteur euh, expliquant ces variations saisonnières.
Par contre, pour ce qui est du lundi, c'est plus en lien probablement avec des facteurs sociaux. Par exemple, on s'était rendu compte il y a longtemps qu'il y avait tendance à moins de tentatives de suicide chez les femmes le jeudi, qui a longtemps été le jour où les enfants étaient à la maison, et que c'est passé au mercredi au début des années 70 quand ce jour a changé. Donc à la fois des facteurs biologiques et des facteurs sociaux qui vont influencer ces variations rythmiques euh, des cas de suicide. Si on regarde les tentatives de suicide, on voit très clairement des fluctuations chez les adolescents et en, en, à l'école. Et notamment chez les adolescentes, ces fluctuations sont bien plus marquées puisque le nombre est plus important que chez les garçons. Et on voit qu'au cours d'une année scolaire, on a une augmentation qui apparaît à partir du mois de janvier-février, donc après les vacances de Noël, puis rediminue très nettement pendant les vacances d'été et réaugmente ensuite après les vacances de Noël. Donc une fluctuation très marquée chez les adolescents, notamment chez les adolescentes. Alors en France, quels sont les moyens suicidaires les plus utilisés? Eh bien, de loin, c'est la pendaison. La moitié des suicides en France ont lieu par pendaison. Puis viennent les armes à feu et ce qui est noté substance liquide ou solide sur ce graphique, c'est-à-dire essentiellement les médicaments. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup d'autres moyens évidemment suicidaires qui sont beaucoup plus faibles. Ce que vous voyez également, c'est que euh, le choix des moyens opératoires évolue avec le temps. Donc il y a plutôt une augmentation des cas de suicide par pendaison depuis de nombreuses années, alors qu'il y a une baisse importante des cas de suicide par arme à feu depuis les années 90. Alors ça peut être expliqué par certaines mesures. Par exemple, dans les années 60, il y avait de nombreux cas de suicide par gaz domestique, et puis ça a diminué. La raison, c'est que tout simplement, on a changé de type de gaz. On est passé au gaz que vous connaissez actuellement, qui est un gaz qui est beaucoup moins riche en CO2, donc c'est beaucoup plus difficile de mourir avec ce gaz, et puis il sent aussi très très fort, donc il est particulièrement insupportable à sentir, et puis ça permet aussi de donner l'alerte finalement pour les voisins par exemple. Donc c'est un mode beaucoup moins utilisé aujourd'hui. Alors en France, le numéro un, c'est la pendaison, c'est vrai chez les hommes comme chez les femmes. Le numéro 2, ce sont les armes à feu chez les hommes et les médicaments chez les femmes. Donc il y a aussi un effet sexe. Et puis c'est très variable selon les pays, évidemment. Par exemple, aux États-Unis, de loin, ce sont les armes à feu. C'est le pays numéro un presque, je crois, après le Groenland toutefois. Mais dans les grands pays, c'est le moyen suicidaire le plus important. Mais le moyen le plus utilisé dans le monde, ce sont les pesticides, notamment dans les régions très très rurales, et notamment des pays les plus peuplés que sont l'Inde euh, et la Chine. Voilà. Donc les moyens suicidaires évoluent avec le temps et diffèrent d'un pays à l'autre et diffèrent selon le sexe. Alors, je vous ai dit, il faut être vigilant dans la comparaison des prévalences entre pays, et ici aussi, même si est représentée sur ce graphique la comparaison des taux de suicide en Europe, c'est-à-dire des pays quand même assez proches dans leur collecte de l'information, même s'ils ne sont pas totalement similaires, encore une fois, dans les moyens et dans les définitions. Alors, vous voyez que je vous l'ai représenté avec des flèches. Vous voyez la moyenne de l'Union européenne, alors à 28 pays avant que le Royaume-Uni nous quitte. Et vous voyez que la France a un taux de suicide qui est au-dessus de la moyenne européenne. Donc clairement, on peut faire beaucoup mieux. Il y a quelques années, des pays comme la Suède, euh, ou la Norvège, ou le Danemark avaient des taux de suicide très très importants. Et puis, grâce à une politique de prévention du suicide active, ils ont pu baisser leur taux de suicide. Donc c'est possible et c'est ce qu'on espère pour la France.
Alors il y a une chose importante à garder en tête, c'est que un suicide va toujours avoir un impact important. Et pour chaque suicide, de nombreuses personnes vont être impactées, vont être endeuillées par ce suicide, ce qu'on appelle dans la littérature anglo-saxonne les survivants. Alors certaines études ont tenté de calculer le nombre moyen de personnes impactées, évidemment qui est variable d'une personne à l'autre, mais en moyenne 15 à 30 proches de la personne qui s'est suicidée vont être impactés par ce suicide. Et en réalité, beaucoup plus encore, jusqu'à 100, plus de 100 personnes, 135 dans l'étude que je cite ici, qui avaient une connaissance de la personne et qui vont être surprises, choquées par cette annonce. Il faut garder en tête que le deuil du, du suicide est un deuil particulièrement compliqué. C'est un deuil marqué par beaucoup d'incompréhension. Pourquoi a-t-il fait cela? Il ou elle avait tout pour être heureux, ou ses problèmes c'était temporaire, on aurait pu trouver des solutions. Beaucoup de colère, parfois. Euh, pourquoi pourquoi n'a-t-il pas fait appel à moi? Je suis son meilleur ami, ou j'aurais pu l'aider. De la culpabilité. La culpabilité parfois de se dire est-ce qu'on n'est pas responsable du suicide? Par exemple, il s'est passé une petite broutille, une petite dispute, etc. Est-ce que c'est pas de ma faute s'il est passé à l'acte? Ça peut être de la culpabilité au contraire de ne rien avoir vu venir. Et au final, beaucoup, beaucoup de souffrance. Alors aujourd'hui, il y a un nouvel élan qui s'appelle la postvention, hein, qui nous vient des pays anglo-saxons. L'idée étant de prendre en charge les personnes qui ont été impactées par un cas de suicide. Euh, donc ça peut être les proches, bien sûr. Et ça peut être aussi mis en place à l'hôpital hein, lorsqu'il y a un suicide dans une unité. Donc ça peut concerner à la fois les autres patients qui, qui, qui ont connaissance hein, en général de ce qui vient de se passer, et puis aussi les soignants. Ça peut être mis en place évidemment aussi dans d'autres communautés comme les prisons ou les écoles. La postvention, on en parlera un petit peu dans d'autres cours. C'est pas encore très très développé malheureusement en France, mais ça commence tout doucement à venir. Donc gardez en tête, ça fait beaucoup de monde. Hein. Si vous vous dites, il y a, on a dit, hein, avec la sous-estimation, à peu près 9000 suicides en France, vous voyez, on est à fois 30, on est à 270 000 personnes qui sont des proches endeuillés de suicide. Alors s'il y a 250, 200, 270, 280 000 personnes endeuillées chaque année par le suicide, ça fait beaucoup de monde au final, hein, puisque chaque année, il y en a de nouveaux qui arrivent. Et donc, alors que 9000 suicides, c'est 9000 suicides de trop, mais c'est finalement un tout petit nombre à l'échelle de la population française, hein, on a dit 12 pour 100 000 habitants, 12,7, bien, on voit que ça finit par faire beaucoup de monde qui va être impacté aussi. Donc, ça fait une population très très particulière de gens qui ont souvent besoin d'aide. Alors, on a vu les suicides aboutis. Je vous rappelle qu'on ne parle pas de suicide réussi. On va voir maintenant les tentatives de suicide. Alors, si le suicide est difficile à mesurer, il y a une sous-estimation, comme on l'a dit, peut-être de 10%, eh bien, c'est rien comparé à la sous-estimation des tentatives de suicide qui est majeure, et on va voir ça dans un instant. Alors, on utilise en général les données d'hospitalisation, qui sont malheureusement elles-mêmes sous-estimées. D'abord, toutes les tentatives de suicide ne mènent pas à une hospitalisation, et toutes les tentatives de suicide hospitalisées ne sont pas forcément bien codées. Alors, vous qui allez bientôt être des codeurs à l'hôpital, faites-le correctement, c'est très très important pour connaître l'ampleur du phénomène. Alors, vous voyez représenté sur ce graphique la distribution par âge et par sexe, et aussi à 3 périodes différentes. Alors, vous voyez que chez les hommes comme chez les femmes, eh bien, les taux de suicide ont diminué. Pardon, les taux de tentatives de suicide en France ont diminué, c'est une bonne nouvelle. La deuxième chose que vous voyez, c'est que la distribution de ces taux diffère grandement entre les hommes et les femmes.
Alors, si vous regardez les femmes, vous voyez qu'il y a déjà un pic très très important autour de 15-16 ans qu'on ne retrouve pas du tout chez les garçons. Donc il y a un nombre très très important de tentatives de suicide qui est réalisé chez les adolescentes, puis ça chute, ça retombe, et puis ça remonte autour de 40-50 ans. Et chez les hommes, donc il n'y a pas ce pic à l'adolescence, comme on disait, il y a une augmentation progressive avec un maximum autour de 40-45 ans, et puis ça diminue. Alors vous voyez qu'on ne trouve pas le taux très très important un taux de tentative de suicide très important chez les hommes âgés comme on l'avait pour le suicide. Et l'autre chose importante, hein, vous voyez, c'est que les taux de suicide, pardon, les taux de tentative de suicide sont plus importants chez les femmes que chez les hommes. Donc en gros, c'est 3 femmes pour un homme en France. Donc c'est l'opposé, l'inverse du suicide. 3 femmes pour un homme, avec une distribution donc, qui est très très particulière pour les femmes et différente de celle des hommes. Alors ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, bien le nombre de tentatives de suicide, alors ici uniquement celles hospitalisées, est en baisse euh, depuis une dizaine d'années, même si ça stagne un petit peu depuis le milieu des années 2010. Alors c'est vrai en nombre de séjours et c'est vrai en nombre de patients. Donc en gros, on considère qu'il y a probablement plus de 200 000 tentatives de suicide, en prenant en compte à la fois les tentatives de suicide hospitalisées, mais qui n'ont pas été codées, les tentatives de suicide qui passent aux urgences mais qui ne sont pas hospitalisées, et les tentatives de suicide qui ne se sont pas présentées à l'hôpital. C'est ce que je vous présente maintenant. C'est une étude qu'on a menée avec Santé publique France à partir des données du baromètre santé. Vous savez, c'est un entretien qui est fait sur un échantillon représentatif de la population générale tous les 3-4 ans. Et donc là, ça a porté sur un échantillon de plus de 100 000 personnes. Et il y a des questions qui se sont posées sur les tentatives de suicide et les idées suicidaires. Et le baromètre santé nous dit qu'environ 40% des gens qui disent avoir fait une tentative de suicide disent aussi ne pas être passés à l'hôpital ensuite. Aujourd'hui, les recommandations, c'est que toute personne qui a fait une tentative de suicide doit passer à l'hôpital, d'abord pour être examinée sur le plan physique. Pensez qu'on peut prendre des médicaments, si on est vu très rapidement par un médecin, on peut avoir une conscience à ce moment-là tout à fait normale, et puis il y a des effets parfois différés qui peuvent être très 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 embêtants. Donc passer à l'hôpital, prendre le temps de garder un œil sur la personne avant de la laisser partir, c'est important sur le plan somatique. La deuxième chose, c'est que passer à l'hôpital, ça permet de voir un psychiatre, et donc de faire une première évaluation du risque suicidaire. Et puis en général, ça améliore le suivi. Donc les gens qui sont passés à l'hôpital ont plus de chances ensuite de continuer à être suivis que les personnes qui ne sont pas passées à l'hôpital. Donc c'est important de le faire. Vous voyez qu'il y a 40% des gens qui disent avoir fait une tentative de suicide qui ne sont pas non plus passés à l'hôpital. Et ce chiffre est plus important encore chez les adolescents. Donc on atteint plus de 50% chez les adolescents. Un peu. Et plus on avance en âge, et plus le nombre de passages à l'hôpital après une tentative de suicide augmente. Et ce taux, vous voyez, il est quasiment stable depuis les années 2000, c'est-à-dire depuis qu'on a cette information dans le baromètre santé. Alors, dernier phénotype, après suicide abouti et tentative de suicide, les pensées suicidaires, les idées suicidaires, l'idéation suicidaire. On ne sait pas trop, il y a plusieurs manières de dire la même chose. Alors, pour les pensées suicidaires, on a aussi les données du baromètre santé, celles qui sont représentées ici. Alors, vous voyez, représentées par âge et par sexe. Vous voyez, c'est toujours plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Et puis, ça fluctue un peu selon l'âge. En gros, retenez que les pensées suicidaires affectent au cours des 12 derniers mois à peu près 4 à 6% de la population générale. Donc ça représente beaucoup de monde hein, chaque année qui est en crise suicidaire. Donc ça, c'est chez les adultes.
Pour les adolescents, il faut aller chercher d'autres données. Vous avez par exemple l'enquête Escapade, qui est une enquête qui est réalisée régulièrement lors de la journée défense et citoyenneté. Alors vous voyez sur le premier encadré, en 2017, les pensées suicidaires au cours de l'année, donc qui atteignaient à peu près 11,4% des adolescents globalement, c'est-à-dire 8,2% des garçons et 14,8% des filles. Donc vous voyez, c'est les taux qui sont quand même plus importants que chez les adultes, quasiment le double. Et puis cette étude rapportait également euh, le taux de tentative de suicide, vie entière cette fois-ci, chez les adolescents, c'est-à-dire 1,5% des garçons et 4,3% des filles. Donc là aussi, ce sont des nombres, des taux qui sont très très importants. Alors pour terminer, si on rapporte sur un seul et même graphique l'incidence des trois grands phénotypes suicidaires, vous voyez que le plus fréquent de loin, ce sont les idées suicidaires, hein, on l'a dit, entre 4 et 6% de la population adulte, plutôt 10-12% chez les adolescents. Donc ça représente une minorité de la population générale, mais une grosse minorité, donc beaucoup de personnes. Viennent ensuite les tentatives de suicide qui sont autour de 0,5%, même si on prend en compte l'importante sous-estimation. Et enfin, le suicide, hein, on a parlé d'un taux de l'ordre de 12,7 pour 100 000 habitants, donc 0,012%. Le suicide, c'est 9 000 personnes chaque année, c'est 9 000 personnes de trop, mais ça reste heureusement à l'échelle de la population générale un phénomène rare. Donc beaucoup de gens ont des idées suicidaires, mais heureusement, une grande majorité d'entre eux ne passeront pas à l'acte, et parmi ceux qui passent à l'acte, une grande majorité ne, ne mourront pas des conséquences de cet acte. Voilà ce que je voulais vous dire pour l'épidémiologie du suicide. On va parler de beaucoup d'autres choses qui relèvent aussi de l'épidémiologie dans les prochains cours, notamment tout ce qui est facteurs de risque. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.